Bonjour à toutes et à tous pour ce 18e webinaire de l'AGE de ce premier semestre. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer, et c'est une première, Hervé Grandjean, qui est le porte-parole du ministère des Armées. Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle stratégie climat du dit ministère, qui est quelque chose qui vient finalement d'assez loin, puisque cela fait une quinzaine d'années environ que les états-majors, comme on dit, et les think tanks militaires des États-Unis, du Royaume-Uni et puis plus tard de l'OTAN réfléchissent aux relations entre les effets du réchauffement et les problèmes de sécurité internationale. En revanche, la réflexion est plus récente côté français, et M. Grandjean vous en parlera bien sûr. Donc, le 28 avril, le ministère a publié sa stratégie climatique. C'est une stratégie qui peut surprendre puisque finalement, si j'ai bien compris, les armées parient sur à terme un réchauffement assez fort de l'ordre de 3 degrés environ, ce qui ne va pas dans le sens souhaité par les climatologues, entre autres. Alors, ces stratégies partent du principe que un réchauffement fort posera de nombreux problèmes en termes d'accès à l'eau, multiplication des événements extrêmes, pardon, et puis finalement une exacerbation des causes de conflits internes et externes, ce qui nécessitera sans doute un plus grand recours à la force de temps en temps. Ça va sans doute aussi nécessiter une révision de la doctrine d'emploi des forces, probablement aussi des changements de matériel, je pense des matériels sous-marins en particulier, puisqu'il semblerait que les sous-marins soient moins discrets quand l'eau sera plus chaude ou plus acide. Ça va sans doute nécessiter de renforcer les bases navales qui seront peut-être pour certaines d'entre elles menacées par la montée du niveau de la mer. Bref, un certain nombre de problématiques nouvelles qui se posent aux armées et à ceux qui vont les financer, c'est-à-dire nous. Voilà, j'espère avoir bien introduit le sujet, Monsieur Grandjean. Est-ce que vous pouvez donc nous synthétiser un petit peu cette stratégie et puis peut-être en préambule répondre à une question auquel aucun des ministres de la Défense jusqu'à présent n'a répondu, c'est quel est le véritable bilan carbone des armées françaises? Bonjour monsieur, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler devant vous de ces questions qui sont importantes pour nous, qui sont les questions à la fois d'environnement, d'énergie, de biodiversité, de climat. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on balaye, en tout cas de mon côté, un peu l'état des lieux de ce qu'on a fait dans la période récente sur le sujet, quels sont les grands enjeux qu'on a à traiter et quels moyens on met en face pour y répondre. Je n'ai pas le bilan carbone très précis en termes de nombre de tonnes de CO2. Par contre, je confesse bien volontiers, ce n'est pas un mystère qu'on est effectivement le premier pollueur de l'État. On consomme 800 000 mètres cubes de produits pétroliers chaque année, que ce soit pour des questions de mobilité, pour faire marcher nos avions, nos bateaux et nos blindés, ou que ce soit pour chauffer des bâtiments. Donc, on a comme objectif de diminuer cette consommation. Mais oui, on est le premier pollueur de l'État. Voilà, on s'en excuse. Le premier émetteur, on va dire. Pardon ? Le premier émetteur, on va dire. Voilà, le premier émetteur. Vous avez raison. C'est vous qui me donnez mes éléments de langage. Alors, peut-être ce que je peux commencer par faire, c'est au plan géostratégique, géopolitique, vous dire pourquoi nous, on a besoin de s'intéresser pourquoi on a besoin de s'intéresser à ces questions d'environnement et d'écologie. Je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, on assiste, et vous l'avez souligné, monsieur, à une montée des eaux, à une fonte des glaces, et donc à de nouvelles routes géographiques qui s'ouvrent, notamment aux abords de l'Arctique. Bon, qui dit nouvelles routes dit nouveaux flux, alors potentiellement de bâtiments militaires, mais aussi nouveaux flux de criminalité. Et donc, nous, on est obligé de s'intéresser à quelles sont ces nouvelles routes pour, face à ces nouvelles menaces potentielles, mettre en œuvre des moyens dédiés, en l'espèce de la Marine nationale. Je prends un deuxième exemple. On se souvient tous de la tempête Irma en 2017 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Un ouragan en réalité. Bon, les premières personnes qui étaient intervenues sur zone pour rétablir l'eau, rétablir l'électricité, c'était les militaires. On avait à peu près 1500 militaires qui étaient intervenus
pour gérer les suites de la tempête Irma. Et donc, un phénomène qui était un phénomène climatique a eu un impact direct sur notre activité à nous, et puis des effets d'éviction potentiels sur d'autres missions d'ailleurs. Donc, la façon dont on insère la préhension, la prise en compte de ces enjeux climatiques dans les schémas d'activité de nos armées est quelque chose qui est important. Je prends peut-être un troisième exemple qui nous amène en Afrique. Vous connaissez le lac Tchad, vous connaissez les épisodes de sécheresse intense que connaît la région de ces grands lacs, et concomitamment, parce qu'il y a un lien assez direct entre les deux, le développement de groupes terroristes, alors en l'espèce Boko Haram, qui prospèrent pour une bonne part sur la misère que connaissent les gens liés à ces épisodes de sécheresse. Toujours sur ce lien finalement entre criminalité et environnement, qui nous, ministère des Armées, nous impose une réaction, je voudrais parler un tout petit peu de l'opération Harpie. L'opération Harpie, c'est une opération en Guyane que les forces armées françaises mènent pour lutter contre les orpailleurs illégaux, donc les chercheurs d'or illégaux qu'on appelle les garimperos là-bas. C'est un peu technique, mais pour séparer l'or des autres minerais dans les cours d'eau, les garimperos utilisent énormément de mercure. Et donc, ce faisant, d'une part, ils polluent l'eau, d'autre part, ils polluent ce que les poissons vont ingérer, et donc les poissons qui avant étaient une source de nourriture pour les habitants proches de ces fleuves en Guyane, eh bien, sont contaminés. Et puis, dernier effet de ces garimperos, c'est finalement un financement de la criminalité. Vous le savez sans doute, mais la première source de financement du terrorisme, plus que la drogue, le recel ou autre, c'est la criminalité environnementale et la diversion de ressources, qu'elles soient géologiques ou biologiques. Voilà. Et puis peut-être, pour terminer sur cet état des lieux un peu géostratégique, ayez en tête que notre marine nationale, pour le quart de son activité, fait non pas ce qu'on appelle des missions de guerre, typiquement les chasseurs du porte-avions Charles de Gaulle qui vont faire du renseignement ou des frappes en Irak ou en Syrie pour lutter contre Daesh. Ça, c'est une part de notre activité, la dissuasion nucléaire, évidemment, mais aux bornes de la marine nationale, le quart des heures de mer, si vous voulez, que nos bateaux font, sont dédiés à des missions d'action de l'État en mer, c'est comme ça que ça s'appelle. Et dans ces missions d'action de l'État en mer, il y a de la lutte contre les narcotrafics, il y a de la lutte contre les pollutions maritimes, il y a de la lutte contre la pêche illégale et de la police des pêches. Voilà, donc ces questions climatiques, environnementales, ce n'est pas du tout des questions annexes pour nous, c'est des questions qui sont au cœur finalement de ce à quoi ressemblent nos missions aujourd'hui et ce à quoi elles ressembleront sans doute de plus en plus demain. Voilà. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail maintenant que j'ai fait ce rapide panorama géopolitique. Juste une incise, j'aurais peut-être dû commencer par là. Ce que je vous propose en termes de méthode, c'est que je vous parle en background. Si toutefois vous étiez intéressé par une citation à mettre dans ma bouche, si ça ne vous embête pas, on s'en reparle juste après. Ça sera certainement possible, mais voilà, en termes de méthode, je préfère qu'on fasse comme ça. Je vous parle en deep background pour... voilà, c'est une sorte de mise de pied à l'étrier sur ces questions pour vous. Si jamais vous souhaitez retenir des quotes, voilà, on s'en parle juste après et vous me les faites valider, s'il vous plaît. Donc, je rentre un peu dans le détail de ce que fait le ministère des Armées. Alors, il y a eu une impulsion assez forte donnée par Madame Parly, là, qui s'apprête à terminer son mandat, sur ces questions-là, dans la période récente. On a notamment eu une stratégie énergétique de défense que je vais vous présenter, qui était en 2020, une stratégie pour la biodiversité, qui, elle, était en 2021, et puis cette récente stratégie pour le climat, enfin stratégie climat-défense, qui reprend pour une bonne part les éléments énergétiques et biodiversité que je vais vous développer maintenant. Peut-être d'abord sur les questions énergétiques. Nous, notre plan d'action, il se résume en un triptyque, en une punchline, si vous voulez, qui est qu'il faut qu'on consomme moins, qu'on consomme mieux et qu'on consomme sûr. Alors, je vais essayer d'illustrer ce propos un peu générique. Alors, je vous l'ai dit en introduction, on consomme beaucoup de produits pétroliers. Les 3/4 des 800 000 mètres cubes de pétrole que nous consommons sont là pour faire voler nos avions. Voilà, un avion, ça consomme beaucoup, et donc chacun comprend que c'est une part importante de notre consommation qui va pour l'aéronautique militaire.
Ces 800 000 mètres cubes de produits pétroliers, ils représentent 0,8%, donc presque 1% de la consommation nationale en France, tous acteurs confondus, hein, public, privé. Voilà. Donc, on a un rôle particulier, parce qu'on n'est pas un contributeur tout à fait mineur au plan carbone et au plan consommation pétrolière. Il y a un engagement très fort du président de la République, on se souvient du One Planet Summit en 2021, et puis il y a une attente sociétale très forte pour un changement de comportement et puis de pratique et de mode de consommation. Donc nous, on s'inscrit évidemment là-dedans. C'est pas évident, je le souligne, parce que l'expérience montre que quand vous passez, pour parler des équipements militaires, des avions, des chars, des bateaux, généralement, quand vous passez d'une génération à l'autre, alors nous, une génération, c'est 20 ans ou 40 ans. Hein. En gros, le Rafale, il a dû faire son premier vol à la fin des années 90, début 2000, et puis on aura un nouvel avion de chasse en 2040. Donc, vous voyez, dans l'aéronautique, c'est à peu près tous les 40 ans qu'on change de modèle d'avion. Et d'un modèle d'avion à l'autre, et c'est vrai aussi pour les bateaux, on constate que la consommation en énergie, elle augmente à peu près, en tout cas les besoins en énergie augmentent de 30%. Parce qu'il y a un effet de masse. Vous voyez le porte-avions actuel, le Charles de Gaulle, que tout le monde connaît, il fait à peu près 40 000 tonnes. Le prochain, il fera plutôt 70 000 tonnes. Parce qu'on veut qu'il aille plus loin, qu'il soit capable de durer plus longtemps, et parce qu'il va mettre en l'air des avions plus gros. Et pourquoi on a des avions plus gros ? Parce que c'est des avions qui, dans les ailes, vont embarquer les bombes plutôt qu'à l'extérieur des ailes, parce qu'on va demander une élongation aussi supérieure à ces avions. Et puis sur la partie consommation, il n'y a pas que la taille qui compte, il y a aussi les capteurs, les senseurs qu'on met à bord. Donc, quand on met des radars plus performants qui voient plus loin, ils consomment aussi plus d'énergie. Quand on met des systèmes d'intelligence artificielle à bord d'un avion ou d'un bateau pour bien communiquer et bien se coordonner avec d'autres bateaux ou d'autres avions, ça consomme de l'énergie. C'est comme nos ordinateurs perso à la maison. Donc, voilà, c'est un défi de consommer moins parce que structurellement, le besoin militaire nous tire vers plus de consommation. Bon, donc du coup, il faut travailler sur des formes très aérodynamiques ou hydrodynamiques, il faut travailler sur des revêtements très innovants qui permettent de ne pas traîner beaucoup. Et donc, par exemple, qu'un sous-marin, si on lui met une peinture un peu spécifique ou un bâtiment de surface, l'eau va moins accrocher, un peu comme vous savez, quand vous faites de la cuisine et que vous mettez de l'huile d'olive sur votre poêle, selon la qualité de votre poêle, soit ça fait vraiment des gouttes qui accrochent très peu à la poêle, soit au contraire, ça accroche beaucoup. On fait un peu pareil sur nos avions ou sur nos bateaux pour consommer moins. Et donc, nous, ce qu'on demande à nos industriels, pour rester sur ces équipements, c'est que quand ils conçoivent une nouvelle génération de frégates ou de patrouilleurs ou d'avions de transport, c'est que j'appelle ça une contrainte, ça n'est pas une contrainte, entendons-nous bien, mais pour eux, c'en est une dans le design, que la contrainte environnementale et la contrainte en consommation, elles soient prises en compte. Et quand on choisit entre un bateau A et un bateau B, pour faire la même mission, par exemple de la police des pêches et, moi je ne sais pas, de la défense de nos eaux économiques, la ministre, et je pense que le ou la prochaine fera de même, a un œil tout à fait averti et attentionné sur ces questions de lequel des deux bateaux on nous propose consommera le moins. Donc, je dirais, ab initio, à la naissance de nos nouveaux équipements, de nos nouveaux programmes d'armement, on met c'est dans les marchés, c'est dans les contrats qu'on passe, il y a de l'argent derrière et on attribue ou pas un marché selon que le produit qui nous est proposé est plus ou moins écologique, je le dis de manière un peu rapide. On se repose aussi beaucoup sur la simulation numérique. Alors, vous savez, par exemple, nos pilotes de chasse, ils s'entraînent pour une part sur simulateur, pour une part à bord d'avions d'entraînement. On va jamais supprimer la part d'entraînement ou de formation de nos pilotes sur avion directement. C'est-à-dire, on fera jamais du tout simulateur. Pour des raisons simples, qui est que quand vous montez à bord d'un avion de chasse, ça bouge beaucoup, vous prenez beaucoup de jets, des grosses accélérations, il fait très chaud, vous pouvez être un peu malade. Donc, il faut s'aguerrir à tout ça et ce n'est pas forcément en simulateur qu'on le fait. Par contre, là où la simulation peut nous aider encore plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est si vous êtes un aspirant pilote de Rafale, que vous êtes en l'air, vous avez besoin de vous entraîner au combat contre des ennemis fictifs, mais des ennemis. Et donc, plutôt que faire décoller 3 autres Rafales français
pour venir simuler une attaque ennemie sur vous-même, eh ben, on peut, dans le cockpit du Rafale de demain, simuler ces attaques. Et donc, on évite de faire décoller 3 Rafales pour faire de la simulation de défense aérienne. Voilà, c'est un exemple. Je vous ai parlé plutôt d'équipement militaire. On a aussi une grosse partie bâtimentaire. On a beaucoup de bâtiments au ministère des Armées, tout simplement parce qu'on est très nombreux. On a 270 000 personnels, civils et militaires. Et pour une bonne part, ces gens-là sont logés. Les militaires dans les régiments de l'armée de terre ou sur une base aérienne, notamment les militaires du rang et les sous-officiers, donc les catégories les moins gradées. On a l'obligation de les loger et on est très fiers de le faire. Mais du coup, on a une empreinte énergétique liée à ces bâtiments qui souvent sont assez anciens, qu'on essaye de corriger. Et qu'on essaye de corriger par un plan de rénovation de nos bâtiments ambitieux avec beaucoup de bâtiments basse consommation. Et donc notre objectif, de ce point de vue-là, sur l'aspect bâtimentaire, infrastructure, c'est de diminuer de 20% notre consommation énergétique globale d'ici 2030. Et donc, c'est un truc un peu coercitif. Enfin, c'est pas juste du wishful thinking. On se met en mesure de faire moins 20% en termes de consommation énergétique globale. Et si on regarde la part d'énergie fossile qui est dédiée à notre bâtiment, à nos infrastructures, là, on veut faire moins 40% par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc, là, je vous ai parlé des bâtiments d'hébergement ou des bâtiments opérationnels en métropole. On fait des opérations extérieures. Vous entendez souvent parler de Barkhane en Afrique, de l'opération Chamal peut-être en Irak ou en Syrie. Donc, on a des bases projetées en Jordanie, aux Émirats arabes unis, en Afrique évidemment, à Niamey, à Gao, dans d'autres endroits. Et donc, pour nos militaires qui, là, cette fois-ci, sont directement sur le terrain, au contact assez proche des ennemis, des groupes armés terroristes, on n'a pas toutes les facilités logistiques et énergétiques qu'on peut avoir en métropole. Donc, on a un œil particulièrement attentif sur la frugalité de nos camps. Donc, ce que j'appelle camps, c'est les bases, hein, c'est les campements, si vous voulez, pour utiliser un vocable un peu trivial. Donc, il fait très chaud. Au Sahel, il fait extrêmement chaud. Vous pouvez avoir facilement du 40, du 45 degrés. Donc, on a besoin de leur fournir des habitats qui soient réfrigérés. Donc, on travaille sur des types d'habitats qui soient le moins frugaux possible, tout en garantissant un niveau de température qui soit décent pour nos soldats. Donc, tout ça, c'est un projet qui s'appelle EcoCamp, donc, qui est en cours de développement. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir à l'horizon 2025, donc dans 3 ans, un camp quasi autonome en énergie. Et donc, se passer le plus possible de groupes électrogènes, qui, par ailleurs, quand vous vivez beaucoup sur groupe électrogène, implique que vous avez des flux pétroliers qui arrivent. Et qui dit flux pétrolier, dit source d'attaque possible par des groupes terroristes. Donc, le plus vous êtes autonome, le plus vous êtes résistant, finalement, face à d'éventuelles attaques. Voilà, donc on veut consommer moins globalement, on cherche aussi à consommer mieux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mieux? Disons des choses moins polluantes, plus écologiques. Soyons clairs, on ne va pas remplacer le carburant liquide à base de produits pétroliers dans nos avions. Enfin, je veux dire, dans le domaine civil, ils travaillent dessus, ça sera peut-être effectif, je crois que l'horizon c'est 2035. Nous, on sera pas plus en avance que ça. Donc, pendant un temps encore certain, il y aura des produits au moins dérivés de produits pétroliers. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est intégrer de plus en plus de biocarburants. Alors, c'était un peu pour le message et le symbole, mais je le signale quand même. Pendant le défilé du 14 juillet au-dessus des Champs-Élysées en 2020, il y avait eu une part modeste, mais il y avait eu une part de biocarburant injecté dans chacun des aéronefs qui avaient volé au-dessus des Champs-Élysées. En termes quantitatifs, notre objectif, c'est d'incorporer 5% de biocarburant dans notre consommation globale de produits pétroliers d'ici 2030 et 50% d'ici 2050. Donc la moitié de nos produits pétroliers pour nos équipements proviendra de biocarburants en 2050. On travaille aussi, je sais que c'est à la mode, mais pour nous, ce n'est pas tant une question de mode, c'est une question d'efficacité, sur l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, ça ne convient pas pour tous les emplois et pour tous les modes
d'équipements. Mais il y en a un pour lequel nous, on trouve que ça a du sens en particulier, c'est le rechargement de drones. Donc, on est en train de construire, de développer une station à hydrogène pour alimenter les drones. Et donc, les drones, en fait, assez régulièrement reviendraient sur cette base, sur cette station essence, si vous voulez, en hydrogène. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. On travaille aussi sur la propulsion hybride pour nos véhicules. Bon, c'est pas neuf pour le coup dans le domaine civil, mais dans le domaine militaire, c'est une première. Nous, on a un blindé qui est un peu le blindé, un peu le parangon de nos blindés, qui arrive depuis 2 ans dans nos forces, qui s'appelle le Griffon. C'est un véhicule qui fait une quinzaine de tonnes, qui a 6 roues motrices, et c'est un peu le couteau suisse, si vous voulez, de nos blindés, qui est déployé notamment au Sahel. Et donc, on en développe une version hybride qui sera effective en 2025. Et donc là, c'était intéressant à double titre. Premier titre, bon, pour des questions environnementales, j'y reviens pas. Mais le deuxième titre, c'est aussi pour des raisons opérationnelles. Quand vous êtes amené à vous rapprocher d'un groupe de terroristes qui est dans un campement au milieu du désert, vous avez un intérêt objectif à être silencieux le plus longtemps possible. Et donc, quand vous arrivez à faible vitesse et que vous êtes sur batterie, vous êtes infiniment plus discret que quand vous arrivez avec le moteur diesel allumé. Et donc, ça procure un avantage opérationnel à nos militaires sur le terrain. Voilà. On fait aussi beaucoup de numérique au ministère des Armées. On fait beaucoup de simulations numériques pour développer les sous-marins de 3e génération, pour faire du renseignement. Nos satellites, on a beaucoup de satellites dans l'espace, ils font à peu près 200 000 images par année. Donc il y a 200 000 images qui redescendent sur Terre, des images de renseignement. Et donc ces images, il faut les traiter, il faut garder celles qui nous intéressent. Et ça, on le fait avec des ordinateurs, mais avec ce qu'on appelle des clusters de calcul, des data centers, qui hébergent toutes nos données. Donc on en a 4 principaux. Ces data centers, ils émettent de la chaleur, et donc cette chaleur, on la récupère pour alimenter en chauffage les bâtiments de ces data centers. Voilà. Et puis on a un plan sur le photovoltaïque qui s'appelle Place au Soleil. Nous, on a beaucoup d'emprise au sol au ministère des Armées. Vous l'aurez compris, on est un gros ministère, on a beaucoup de gens, mais on a aussi beaucoup de terrain. On a beaucoup de bases aériennes, on a beaucoup de régiments, on a des bases navales, on a des champs de tir pour nous entraîner à tirer. Et donc, on a au total 275 000 hectares, nous, en propre. Donc, en gros, l'équivalent du département du Rhône en surface est possédé et la possession du ministère des Armées. Donc, on a potentiellement beaucoup d'espace au sol pour mettre des panneaux solaires. Et donc, notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir installé 2000 hectares de panneaux photovoltaïques. Voilà. Sur tous ces projets innovants en matière énergétique, on met 60 millions d'euros par an. Voilà. C'est essentiellement la Direction générale de l'armement, qui est en gros la maison des ingénieurs au sein du ministère des Armées, qui gère ces projets-là. Et donc, on y consacre la somme que je viens de vous dire. Voilà. Et puis enfin, on a un enjeu sur ces questions énergétiques, c'est la sécurité, et notamment la sécurité informatique. Vous vous en souvenez peut-être, mais il y avait eu en fin 2017, début 2018, des attaques cyber contre le système d'approvisionnement en carburant de la Marine nationale. Et donc, si vous n'êtes plus capable de délivrer du carburant à vos bateaux, vous n'êtes plus capable de faire vos missions, et donc vous avez un problème de souveraineté et d'autonomie. Donc voilà, on fait un vrai effort de résilience de notre outil cyber pour parer les éventuelles attaques, et vous savez qu'il y a un nombre croissant d'attaques cyber. On note à peu près un quadruplement des attaques cyber ou assimilées chaque année. Donc voilà, on met les moyens sur ces questions cyber également. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie énergétique. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur la partie biodiversité. Alors, là aussi, ça pourrait paraître assez éloigné de nos préoccupations. Enfin, naturellement, ce n'est pas l'image qu'on renvoie, j'en suis parfaitement conscient, et on en est parfaitement conscient. Pour autant, c'est un truc qu'on prend vraiment extrêmement au sérieux. Là aussi, parce qu'il y a un enjeu sociétal, et que si finalement le ministère des Armées il est déconnecté de ces questions écologiques et de biodiversité, c'est aussi un problème pour nous, ne serait-ce qu'en termes de recrutement ou de fidélisation. Enfin, je veux dire, les militaires sont à la base des Français comme les autres, ils restent des Français comme les autres, même s'ils ont un engagement qui est parfois très singulier. Mais voilà, il y a un caractère sociétal, il y a un caractère de responsabilité aussi, parce qu'avec ces 270 000 hectares qu'on possède, on est le premier propriétaire foncier de l'État. Donc, on est ceux qui avons le plus d'emprise au sol.
Et sur cette emprise, on a énormément d'espèces et de biodiversité. Bon, la France, je crois qu'elle accueille entre guillemets 10% de la biodiversité mondiale. Je n'ai pas le pourcentage pour les sites du ministère des Armées, mais on a beaucoup d'espèces assez rares qu'il convient de protéger. Et donc, on a un certain nombre de conventions avec la Ligue de protection des oiseaux, avec le Conservatoire des espèces naturelles, avec l'Office français pour la biodiversité. Et on fait en sorte de préserver ces espèces. Je vous donne un exemple concret. On a sur nos terrains militaires, une espèce de rapace qui est assez rare, qui est implantée, qui s'appelle le gypaète barbu. Ça s'écrit le gypaète barbu, ça se dit gypaète. On demande explicitement à nos pilotes d'hélicoptères qui s'entraînent non loin explicitement d'éviter les zones de nidification de ces gypaètes barbus pour permettre leur reproduction en toute tranquillité. On développe aussi une stratégie de zéro carbone et de préservation de cette biodive. Alors, d'une part, en entretenant ou en recréant des tourbières, en débroussaillant au maximum. À titre personnel, j'ai beau être ingénieur, je ne le savais pas, mais j'ai appris que si on laissait en fait des broussailles se déployer, en fait, contrairement à une idée reçue, c'est plutôt la porte ouverte à une diminution de la biodiversité et il y a beaucoup d'espèces qui ont au contraire besoin que les forêts, etc., soient relativement entretenues et débroussaillées pour se perpétuer. Donc, on fait ces opérations de débroussaillage, on crée des puits de carbone pour récupérer les émissions de CO2 qu'on serait amené à faire. Donc voilà, on a une démarche volontariste en la matière. Et puis, on s'en sert aussi de cette biodiversité. Alors là, on n'est plus dans la protection, on est dans la biodiversité qui est notre allié et qui peut nous aider, nous, pour nos missions militaires. Donc, je vous donne 2 exemples. Je vous ai parlé tout à l'heure des missions de police des pêches que la Marine nationale fait. Donc, c'est une de nos missions. Donc, nous, un de nos enjeux, c'est de savoir ces zones de conflit. Alors, on pense aux pêcheurs français ou aux pêcheurs espagnols, mais il y a d'autres zones, et notamment en mer de Chine. En mer de Chine, il y a aussi des tensions assez fortes entre les pêcheurs qui peuvent dégénérer en des conflits un peu plus importants. Donc, on a besoin de prévoir où seront les zones de pêche dans 5, 10, 15 ans. Et la meilleure manière qu'on ait trouvée pour prévoir où seront ces zones de pêche, c'est de faire des études sur le plancton. Donc, on fait des simulations. On a le service hydrographique et océanographique de la marine. On travaille avec l'IFREMER pour essayer de prédire l'évolution des bancs de plancton dans les océans. Et quand vous savez où se déplace le plancton, vous savez où les thons vont se développer, vont se déplacer, et donc où il pourra potentiellement y avoir des conflits. Premier exemple. Un deuxième exemple, c'est l'anticipation de phénomènes climatiques extrêmes. Et on s'est rendu compte que les oiseaux, alors un certain type d'oiseaux, sont sensibles aux vibrations dans l'air, que ce soit des infrasons, que ce soit des ultrasons, qui sont des signes avant-coureurs d'ouragans. Et donc, on est en train de travailler pour voir si des oiseaux migrateurs qui s'appellent des barges rousses et qui sont présentes sous le nom de kiwi-kuaka en Polynésie française pourraient être des auxiliaires de détection de tempêtes ou d'ouragans. Et donc là, concrètement, depuis 1 an, on a mis des toutes petites balises GPS sur ces oiseaux, des petites balises de 5 grammes. Et donc, on regarde s'il y a une corrélation entre leur mouvement à eux, la façon dont ils se déplacent, et la survenance d'événements climatiques majeurs. Et donc, s'il se confirme, comme on le subodore, que ces kiwi-kuaka sont des signaux d'alerte de phénomènes climatiques, eh ben, ça nous permettra de décupler nos stations d'alerte météo existantes qui sont limitées. Voilà. Donc, ces petits oiseaux migrateurs peuvent devenir des alliés stratégiques pour nous, ministère des Armées, mais pour vous aussi et pour nous tous, population française. Voilà. Et puis, vous le savez sans doute, mais le son sous l'eau, c'est un facteur de perturbation des espèces, que ce soit les cétacés, que ce soit des poissons. Et par exemple, quand il y a des champs d'éoliennes offshore qui sont installés, pour installer les fondations d'une éolienne ancrée ou d'une éolienne au sol,
enfin offshore mais pas flottante, j'ai plus le terme exact, mais vous le connaissez sans doute mieux que moi. On fait ce qu'on appelle du battage de pieux, c'est-à-dire une espèce de grosses machines qui va taper très très fort les fonds marins, et ça perturbe, voire ça perce les tympans des dauphins et autres cétacés. Et donc nous, on développe, pour préserver la nature, des ceintures de bulles. Imaginez des panaches de bulles sous l'eau qui vont faire une forme d'écran vis-à-vis de ces chocs sous l'eau, et qui du coup vont permettre de préserver la biodiversité. Voilà. Et puis on travaille aussi sur nos émissions sonars, parce que nous, on a besoin d'émettre avec des sonars pour repérer des sous-marins ennemis ou des frégates ennemies. Et donc, on est conscient que ça peut perturber les poissons. Donc, on travaille aussi sur des façons de diminuer les nuisances qui sont générées sur ces espèces. Voilà. Donc, voilà peut-être ce que je voulais vous dire en propos introductif, en une vingtaine de minutes. Et puis, si vous en êtes d'accord, ce que je propose, c'est que je puisse répondre éventuellement à vos questions. Si jamais je ne sais pas répondre, on vous indiquera quels sont les interlocuteurs possibles, et si vous voulez des briefs ensuite plus précis sur tel ou tel sujet, on pourra vous trouver un grand expert du domaine. Mais voilà, je propose de faire une première passe de défrichage. Alors en 2015, quelques semaines avant l'ouverture de la COP 21, l'école de guerre, me semble-t-il, et le ministère de la Défense à l'époque, je crois, avaient organisé un grand colloque international sur les questions de climat et de défense. Et à cette occasion, un certain nombre d'officiers généraux et d'industriels de l'armement avaient rappelé que le réchauffement risquait de diminuer la performance de certains matériels, en particulier des aéronefs et des hélicoptères notamment. Est-ce que, d'une façon plus générale, est-ce que la stratégie climat prévoit de modifier en quelque sorte le cahier des charges d'un certain nombre de matériels pour les adapter à cette nouvelle donne climatique? Deuxième question, et j'en aurai fini. Est-ce que la modification annoncée des contextes géostratégiques va modifier la doctrine d'emploi des forces? Est-ce qu'on va plus fréquemment qu'aujourd'hui et qu'hier intervenir, je ne sais pas, dans des conflits, dans ce que les climatologues appellent la ceinture de feu, donc le Sahel en particulier, mais aussi les zones situées sur la même latitude au Moyen-Orient et en Asie? Est-ce que aussi la marine va avoir des problèmes pour confirmer la discrétion de ces submersibles? Merci beaucoup, monsieur. Sur votre première question, sur l'adaptation finalement du matériel, oui, dans nos cahiers des charges, on prend en compte les environnements dans lesquels les matériels pourront évoluer. Et effectivement, on anticipe des hausses de température qui font que les températures de fonctionnement, par exemple, de nos blindés au Sahel, on demande à ce qu'ils fonctionnent dans des conditions optimales, à des températures qui soient plus élevées que par le passé. Je ne suis pas en mesure de vous articuler un chiffre précis, mais oui, on se base sur ce qu'on voit comme changement climatique, changement de température, changement d'hygrométrie, par exemple, pour imposer à nos industriels de développer des équipements qui soient susceptibles de fonctionner dans ces conditions-là, qui sont un peu extrêmes. Et c'est valable pour les équipements, mais c'est valable évidemment pour les hommes et les femmes de ce ministère qui sont en zone d'opération extérieure et dont il faut qu'elles s'entraînent à ces climats qui sont plus rigoureux, soit dans un sens, soit dans l'autre, d'ailleurs. Et donc ça, c'est toute la thématique, finalement, dans la guerre de haute intensité, qui est la vision stratégique du chef d'état-major des armées, qui voit un durcissement des conflits. Il y a un volet climatique et il y a un volet environnemental dans ces conflits de haute intensité. C'est pas juste... ça je le dis en pur background, mais la grande guerre patriotique contre la Russie avec beaucoup de blindés, beaucoup de missiles, beaucoup de bateaux en mer d'Azov, c'est aussi être capable d'avoir des soldats français suffisamment entraînés pour tenir le choc de conditions climatiques qui sont difficiles. Sur votre deuxième question, qui est la doctrine d'emploi des forces. Alors là, vous touchez à un point qui est un point de... non pas de sensibilité, mais qui a un point vraiment hyper régalien, qui est la mission des forces armées.
En France, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Donc, je dirais l'emploi de la force, c'est lui qui le décide. Et les sous-jacents de l'emploi de la force armée, sont de son ressort. Moi, ce que je constate, c'est que on a une implication croissante dans soit des conflits déjà émergés, soit des conflits peut-être latents ou naissants autour de ces questions climatiques. Bon, j'en ai cité quelques-uns. J'ai cité ce qui se passait autour du lac Tchad. J'ai cité ces nouvelles routes maritimes, notamment près de l'Arctique, qui redessinent les cartes finalement et qui nous amènent à penser un peu différemment les équilibres géopolitiques. Donc, cette doctrine, elle est évolutive. Évidemment, la question climatique, qui est une question mère finalement des conflits géopolitiques, on l'incorpore en fait dans notre doctrine. Maintenant, voilà, je ne peux pas vous dire ex cathedra comme ça si c'est tel ou tel type de de difficultés climatiques, là on intervient, ou au contraire là on n'intervient pas. Globalement, voilà, nous on est là pour préserver les intérêts français, où qu'ils soient, et on a, vous le savez, la deuxième zone économique exclusive, donc on a une zone d'intérêt qui est extrêmement large, et donc ce qui se passe effectivement en mer de Chine, ce qui se passe dans le Pacifique, ce qui se passe dans l'océan Indien. Vous savez, dans l'océan Indien, on a, je ne crois pas me tromper en disant quasiment 7000 militaires entre l'Inde et le Pacifique qui sont déployés, et on est déployé là-bas parce qu'on y a des intérêts économiques et des intérêts de souveraineté, d'accès aux ressources ou autres. Et donc, voilà, on ne peut pas être insensible à des phénomènes climatiques qui se passent même très loin de chez nous. Je vais poser ma question différemment. Lors du fameux colloque de 2015, en conclusion, le général de Villiers, qui était à l'époque le chef d'état-major des armées, avait clairement indiqué que pour lui, avec l'augmentation du nombre de conflits qu'on pouvait voir avec l'exacerbation de leur cause par le réchauffement, avec une augmentation du nombre d'événements climatiques extrêmes qui allaient, comme vous le rappeliez, aux Antilles, demander un effort supplémentaire aux armées. Est-ce que finalement, le réchauffement ne va pas demander un effort supplémentaire aux militaires? On va les faire intervenir plus souvent pour faire la guerre, mais également plus souvent pour soutenir les populations. Oui. Je dirais c'est probable, mais je n'ai pas de boule de cristal. Irma a montré qu'on savait se mobiliser dans ces circonstances extraordinaires. Maintenant, la façon dont ces missions qui procèdent de questions climatiques s'intégreront dans un schéma plus vaste de ce que sont les missions françaises entre la dissuasion nucléaire, la protection de nos eaux économiques, l'intervention au Sahel, l'intervention au Levant. Voilà, je ne suis pas capable de vous quantifier plus précisément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de l'anticiper, de le prévoir. On essaye de s'y préparer en se formant au plan humain et en s'équipant de manière adéquate. Donc oui, il y a fort à parier qu'il y aura des interventions croissantes des armées françaises dans ce domaine, dans ce qui procède finalement de questions climatiques. Mais voilà, je ne sais pas être plus précis, et je pense que oui, il y aura une intervention croissante, mais je ne sais pas vous le qualifier plus précisément. Alors, on va passer aux questions des confrères et des consoeurs. Peut-être commencer avec Gilles Toussaint. Gilles, voulez-vous que je pose la question à votre place? Oui, bonjour. Non, je peux la poser directement. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet exposé qui est extrêmement intéressant. J'aurais voulu savoir si ces questions sont également débattues avec les pays alliés de la France dans des enceintes telles que l'OTAN ou autres. Oui, alors il y a effectivement des discussions au sein de l'OTAN et il y a des discussions internationales assez denses qui se font sous l'ombrelle de ce qu'on appelle le Forum de Paris sur la paix, qui s'était réuni en fin d'année dernière. Et donc, on mobilise vraiment la communauté internationale. Il y a une vingtaine de pays qui ont signé un texte qui, en gros, reprennent cette injonction française, ou en tout cas cette volonté française d'accompagner ce mouvement de transition écologique.
et d'appréhension des conflits qui pourraient survenir suite à ces changements climatiques. Donc voilà, il y a une vingtaine de pays qui ont signé cet appel. Cet appel dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Et il y a aussi des groupes de travail au sein de l'OTAN dans lesquels on interagit avec nos partenaires. Ouais. On va essayer d'être un peu plus précis. J'ai conscience que je ne le suis pas beaucoup là dans ma réponse, mais oui, ça existe et je vais me renseigner pour vous répondre plus précisément dessus. Merci, c'est déjà des éléments d'information. Merci. Alors, une question encore plus précise posée par Jean-Luc Fessard. Pardon, si vous pouvez juste donner enfin, soit vous êtes freelance, soit vous dépendez d'un journal, ça m'intéresse de le savoir. Si vous pouvez. Moi, je suis freelance, donc bonjour. Bonjour, monsieur. Et je suis spécialisé dans les problématiques d'alimentation bas carbone. Et la question était, vous servez annuellement des millions de repas. Est-ce qu'il y a une stratégie d'alimentation bas carbone qui est mise en place dans vos différents établissements? Il y a un certain nombre de volontés à l'échelon local que je crois pas on est formalisé à l'échelon central, d'avoir des circuits courts et de pouvoir trouver notre alimentation dans les bassins locaux. On a 400 emprises du ministère des Armées rien que sur le territoire national. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités de s'alimenter dans le voisinage immédiat de nos régiments ou de nos bases. Vous me donnez une bonne idée. Je ne crois pas qu'en tout cas on ait formalisé ça avec une injonction qui vient de l'administration centrale parisienne. Je vais m'en enquérir. Oui, parce que c'est plus que les circuits courts, c'est plus le respect de la saison et l'équilibre entre la part animale et la part végétale de l'alimentation qui joue. Donc, éventuellement, si ça vous intéresse, on peut rester en contact après pour qu'on en parle éventuellement. Oui, avec plaisir. Oui, c'est intéressant. Merci. Je me souviens d'un officier qui était chargé de l'alimentation de la base de Toulon qui disait qu'ils avaient tenté de s'approvisionner plus fréquemment qu'auparavant en produits frais bio. Et qu'une fois que leur camion passait, le marché bio où ils s'approvisionnaient n'avait plus rien. Ça pose aussi des problèmes de ressources, oui. Des parties prenantes et d'alimentation en ressources. Une question de Louise Salé. Louise, voulez-vous que je pose la question ou la posez-vous vous-même? Bon, je vais la poser. Donc, une question de Louis Salé d'Europe 1. Dans le cadre de l'adaptation des missions des équipements de l'armée, a-t-on des échéances datées? Quand aura-t-on, par exemple, des sous-marins adaptés à l'acidification? Quand seront déployées les forces dans la région arctique? Ouais. Alors, le rythme là, on parle vraiment de grosses capacités et d'outils qu'on ne change pas tous les 2 ans. Un sous-marin nucléaire, il dure 40 ans. Là, on est en train de renouveler notre nouvelle génération de sous-marins nucléaires d'attaque qui s'appelle les Barracuda. Le premier a été admis au service actif il y a quelques mois. Le deuxième est en train de terminer sa construction. Et on en a 4 autres derrière qui arrivent jusqu'à peu près 2035. Et à partir de 2035, c'est nos gros sous-marins nucléaires dits lanceurs d'engins, donc ceux qui emportent la bombe atomique, qui commenceront à être renouvelés. C'est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. Donc, ces sous-marins, c'est des objets qui sont, on va dire, conçus 20 ans avant qu'ils voient l'eau la première fois. C'est des objets technologiquement les plus complexes au monde. Vous avez dans un espace extrêmement dense, je crois que c'est 90% de taux d'occupation d'un volume et 10% de vide, là où dans une pièce classique, je pense que c'est plutôt le ratio inverse. C'est des outils technologiques, des objets technologiques d'une complexité folle, avec à bord une centrale nucléaire, avec la bombe atomique, avec un petit hôpital pour soigner les gens, avec un hôtel-restaurant. Enfin voilà, c'est une petite ville avec une centrale nucléaire, la bombe atomique, et tout ça dans un truc qui fait 100 mètres de long, ou 120 mètres. Donc, on essaye évidemment d'incorporer au fil du développement tout ce qu'on peut appréhender des évolutions techniques, et ce que vous mentionnez, l'acidification des eaux en fait partie. Mais pour être tout à fait clair, on ne se cale pas sur un stimulus externe pour décider du développement d'un nouveau sous-marin. On développe un nouveau sous-marin quand on a besoin de remplacer les précédents. Un sous-marin nucléaire d'attaque, ça coûte 1 milliard d'euros. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ça coûte 3 milliards d'euros. Donc, c'est des trucs qui sont
qui sont vraiment calés, si vous voulez, dans une programmation, avec des capacités industrielles qui sont dédiées. Et donc, quand on écrit un cahier des charges, pour le bateau, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération qui va sortir en 2035, on va dire le cahier des charges, là, on l'a finalisé en 2020. Je ne suis pas capable de vous dire dans quelle mesure l'acidification des eaux fait partie du cahier des charges. J'imagine que oui, mais je pourrais me renseigner. Mais voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et ensuite, une fois que la construction et les dessins d'ingénieurs, etc., sont partis, si on peut incorporer des trucs en cours de route, bien sûr, on le fait. Mais sinon, on va au bout de la construction telle qu'elle a été prévue. Bon, après, sur cet aspect acidification des eaux, je pense, sans être forcément un immense expert, qu'il y a peu d'impact sur la partie structurale de l'objet, c'est-à-dire la coque ne va pas se corroder plus vite. Et de toute façon, elle est tellement épaisse entre nous que voilà, ce n'est pas vraiment une difficulté. Ça pourrait peut-être être une difficulté sur la façon dont les ondes se propagent, et pour rebondir sur votre question, monsieur, tout à l'heure, effectivement, la façon dont les ondes se propagent dans l'eau dépend de la température de l'eau, et si l'eau est plus chaude, les ondes ne se propagent pas aussi vite, et donc on ne détecte pas de la même façon des sous-marins ennemis, et nous-mêmes, on n'est pas détectable de la même façon. Donc c'est plutôt sur ces aspects senseurs et sonars qu'il faut qu'on appréhende cette question de l'acidification des eaux. Alors, une salve de questions d'Aurélie Barbeau. L'usine nouvelle, me recevez-vous? Alors, je vais poser la question. Oui. Bonjour, Aurélie Barbeau. On t'entend très mal. Alors je suis en transport. C'est un peu tout, s'il te plaît, Valérie. Alors, je vais poser la question à ta place. Alors, il y avait la première question d'Aurélie, c'était concernait la production de biocarburants. Avez-vous des objectifs en la matière? De quel type de carburant il s'agirait? Et question subsidiaire, est-il envisagé de produire des carburants de synthèse? J'imagine que oui, pour l'aviation. Oui. Sur les biocarburants, donc je redonne les objectifs chiffrés qu'on a, c'est 5% d'incorporation en 2030 et 50% en 2050. Il n'y a pas de projet de filière militaire de biocarburants ou de carburants de synthèse. Enfin, pour les biocarburants, j'en suis tout à fait sûr. Pour les carburants de synthèse, je verrai. Mais même si on est un contributeur important et un consommateur important de produits pétroliers, on représente malgré tout que moins de 1% de la consommation nationale. Donc, contrairement à l'industrie des sous-marins ou à l'industrie des avions supersoniques, nous, on s'inscrit plutôt dans les développements qui vont exister dans le domaine civil, dans ce modèle-là. Et donc, on ne va pas de manière autonome ou à part de ce qui se fait dans le civil, créer des filières ou, en gros, planter du colza sur nos emprises pour alimenter en carburant nos avions ou nos bateaux. Donc, je crois que l'expérimentation qu'on a faite, dont je parlais là tout à l'heure au-dessus des Champs-Élysées le 14 juillet, on l'a fait avec Total, qui dispose d'une raffinerie qui incorpore ces biocarburants qui se trouvent dans le sud de la France, près de Marseille. Le nom exact m'échappe, j'en suis désolé. La MET, peut-être. Oui, voilà, la MET, merci beaucoup. Voilà. Et donc, je crois qu'on continue à discuter avec eux. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire à ce stade. Et est-ce que vous avez Oui, vous aviez parlé des objectifs en matière de production d'électricité photovoltaïque. C'était... Oui, alors c'est 2000 hectares. Et 2000 hectares, pour quelle puissance vous avez? Là, sur le siège, comme ça, je ne l'ai pas. Pour le coup, on doit être capable de vous trouver ça sans trop de difficulté. Mais là, à ce stade, je ne l'ai pas. Voilà. D'accord. Question de Natacha Schneider. Natacha, voulez-vous que je pose votre question? Alors, je vais la poser. Oui, elle avait indiqué qu'elle demandait ce que tu poses la question. Ah, autant pour moi.
Alors, on en revient aux sous-marins qui intéressent déjà beaucoup. Est-ce que la problématique sous-marine que vous venez d'évoquer, Monsieur Grandjean, est-elle commune à toutes les marines qui opèrent ce genre d'objets, ou ou certaines ont pris déjà un virage? Est-ce qu'il y a déjà des générations de sous-marins qui sont, à votre connaissance, adaptés au nouveau contexte climatique, ou est-ce que vous êtes tous dans le même bateau? C'est pas tout à fait. Pardon, ah bah alors il faut la Du coup, j'apparais, me voici. Non, c'était pour faire simple, mais la question c'était plus large en fait. Ça partait des sous-marins, mais la problématique, notamment celle-là, est commune. Est-ce qu'elle est commune à toutes les armées, pour autant qu'on le sache, ou est-ce que certaines armées ont pris le virage des règlements climatiques plutôt que nous, notamment cette histoire de modification des eaux, par exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Est-ce que nous, je crois que c'est Valérie qui disait tout à l'heure qu'on n'était peut-être pas très en avance. Est-ce qu'on est où on en est, nous, par rapport à d'autres? Ouais. Je dirais pas qu'on n'est pas en avance. Vous voyez, quand on a fait ce fameux forum de Paris sur la paix avec tout ce volet environnemental sur les questions de défense, c'était quand même plutôt la France qui était menante sur ces conversations-là, sur ces discussions-là, et pour faire signer les différents pays. Donc, j'ai pas l'impression, sincèrement, qu'on soit en retard. Les problématiques, elles sont communes à toutes les armées. Enfin, c'est celles que j'ai décrites, quoi. C'est un contexte géopolitique qui se durcit à cause du changement climatique et une nécessité du coup d'adapter nos entraînements, notre doctrine, comme le disait tout à l'heure votre collègue, nos équipements à ce changement climatique, dans un contexte où il y a raréfaction des ressources, où il y a attente sociétale très forte et engagement politique dans beaucoup de pays. Donc voilà, je pense qu'on est tous confrontés aux mêmes enjeux et aux mêmes défis. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en retard. Pour revenir dans le domaine maritime, on a développé des chalands. Alors, je vous conseille, c'est pas des porte-avions, c'est des petits bateaux, mais c'est quand même des bateaux qui sortent tous les jours à la mer pour voilà, des manœuvres logistiques sur des bateaux plus gros, pour faire du transport de personnel, etc. Bon, on a des chalands multimissions, on en a une dizaine qui sont basés dans les ports à Toulon, à Brest, à Cherbourg, qui sont en mode hybride. Donc c'est assez rare en fait, hein, des bateaux de marine nationale qui soient à propulsion hybride. C'est les seuls, même à ma connaissance, et il n'y en a pas beaucoup dans le monde non plus. Et ils marchent à peu près 75% du temps sur batterie. Et ça a notamment comme vertu de préserver les eaux des ports, notamment. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'on soit à la remorque d'autres grandes puissances sur ces questions d'interférence entre climat et défense. Je m'étais permis cette insiste parce que il y a des travaux, notamment de géostratèges américains et britanniques depuis, en gros, le début du siècle, ce qui ne me semble pas être le cas côté français. Et il y a eu des essais à très grande échelle, notamment de la marine américaine, pour développer des nouveaux combustibles pour la marine américaine, justement, bon, qui n'ont pas donné de très grands résultats, je vous l'accorde. Et il y a quand même eu de très gros efforts de recherche depuis une vingtaine d'années de l'autre côté de l'Atlantique. Non, mais il n'y a pas de doute sur le fait que les États-Unis, étant dotés d'un budget de 700 milliards d'euros pour leur défense et nous de 41 milliards d'euros, voilà, ils ont une vocation à embrasser peut-être un peu plus large. Après, nous, on a une organisation en France un peu différente aussi, peut-être un peu plus rationalisée. Il y a aussi beaucoup de recherche sur ces questions-là, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, qui se fait au CEA, qui se fait à l'IFREMER, qui se fait voilà, dans les différents établissements de recherche que j'ai signalé tout à l'heure. Donc, mon propos est de dire ne considérons pas que les actions aux bornes du ministère des Armées pour jauger de la volonté française d'accompagner ou d'anticiper ce mouvement-là. Et par ailleurs, bon, concrètement, in fine, vous avez raison, hein, ce qui compte, c'est l'argent qu'on y consacre. Moi, ce que je constate, c'est qu'on y met 60 millions d'euros par an, ce qui est quand même pas rien du tout, sur ces questions juste sur la partie développement de projets technologiques pour voilà, accompagner la transition. Juste ça. Et je ne parle pas des biocarburants, je ne parle pas de tout ça. Je parle juste de projets type station de recueil des drones à hydrogène ou blindés hybrides, par exemple. Et sur la biodiversité, qui est un vrai sujet, on a fait x12 entre 2017 et 2022. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met 4 millions d'euros cette année sur ces questions de biodiversité. Donc, voilà, préservation de la faune, telle que je l'ai décrite tout à l'heure, là où en 2017, on mettait de mémoire 320 000 euros, quelque chose comme ça. Voilà.
Après, on peut encore aller plus loin, je l'entends parfaitement, mais il y a quand même eu un ramp-up, comme on dit en anglais, assez massif sur ces questions. Il faudrait préciser les chiffres parce que vous êtes passé de 320 000 euros à 400 millions d'euros. Non, alors sur la biodiversité, Oui. je dis 4 millions d'euros, À 4 millions d'euros, 3,6 précisément, en 2022 et 12 fois moins du coup en 2017. Il y a une chose que vous n'avez pas évoquée, M. Grandjean, c'est la nouvelle structuration si l'on peut dire, du ministère des Armées autour du climat. Vous allez vous doter d'un observatoire, enfin, vous allez proroger, si j'ai bien compris, la mission d'un observatoire déjà existant. Et comment est-ce qu'au sein du ministère ou des états-majors, est-ce qu'il va y avoir comment vont être prises en compte finalement les informations, les données que va produire cet observatoire? Est-ce qu'il y aura des officiers qui seront les officiers référents sur ces questions-là? Comment ça va se passer? Disons que c'est vrai partout, mais c'est peut-être encore plus vrai au ministère des Armées. La gouvernance compte et le niveau des gens qui sont chargés de ces questions-là compte. Et donc, nous, on a deux référents qui sont chargés justement de faire finalement courroie de transmission entre l'Observatoire climat et défense et le fonctionnement quotidien du ministère. Et ces deux personnes qui sont haut placées dans notre hiérarchie militaire, c'est d'une part le major général des armées, donc le général Hautelet, donc c'est un général 5 étoiles, c'est le plus haut grade dans l'armée, et c'est le numéro 2 de l'état-major des armées. Donc c'est l'adjoint du chef d'état-major des armées, et donc lui, c'est notre référent climat et défense. Donc il est chargé de faire en sorte que quand on lance un programme d'armement, que quand on lance une nouvelle infrastructure à la base aérienne d'Évreux, que je ne sais pas, qu'on rénove, qu'on supprime nos chaudières au fioul, enfin de faire en sorte que les projets de remplacement ou l'accompagnement soient dans le sens qui va bien pour ces questions climatiques. Donc il y a d'une part le major général mais Hautelet, et d'autre part la directrice des territoires, de l'immobilier et de l'environnement qui est placée, elle, au secrétariat général pour l'administration, et donc qui est directrice d'une administration centrale sur toutes ces questions-là, et donc qui est la haute fonctionnaire du développement durable et qui est chargée aussi quand un nouveau marché est passé ou de faire en sorte qu'on fasse des conventions alors avec des industriels. Le nom précis technique m'échappe, mais en gros, site par site, emprise par emprise, on passe un contrat avec un industriel à qui on demande un bilan carbone qui soit X et ensuite charge à l'industriel de déployer du panneau photovoltaïque, de supprimer la chaudière au fioul pour en mettre une à l'électricité, etc., de rénover les bâtiments pour que la consommation baisse. Voilà, je suis désolé parce que le nom de ce type de convention m'échappe. Mais voilà, on a un réseau en fait au sein de l'administration, au sein des états-majors pour faire percoler déjà la volonté politique de la ministre sur ces questions et de la prochaine ministre. Voilà, basiquement, c'est comme ça qu'on est organisé. Alors, y a-t-il une autre question, je crois, de Louis Salé d'Europe 1, que je vais poser parce que Europe 1, ils n'ont pas de micro sur leur ordinateur. Avez-vous quantifié l'augmentation de vos missions auprès des populations sinistrées à cause d'un aléa climatique dans les années à venir? C'est la même question que, enfin, j'ai déjà essayé d'y répondre tout à l'heure. Je ne suis pas capable de le quantifier précisément et de toute façon, on est adaptable et par essence, la menace militaire, elle évolue, la menace climatique, elle évolue aussi et nous, on est au service des Français, au service de ce que demande le président de la République. Donc voilà, on ne l'a pas quantifié, enfin pas à ma connaissance. Maintenant, on est dans un cadre, ça ne vous aura pas échappé, où l'effort de défense, il augmente. Le président de la République a rappelé qu'il voulait porter à 2% du produit intérieur brut l'effort de défense en 2025, ce qui représentera un budget de 50 milliards d'euros. Pour vous donner un exemple, enfin pour vous donner un point de comparaison, cette année, en 2022, on est à 41 milliards d'euros de budget et en 2017, on était à 32 milliards d'euros de budget. Donc, vous voyez, entre 2017 et 2025, on passe de 32 à 50 milliards d'euros. Ça doit faire quasiment plus 35% d'augmentation. Et donc, c'est des augmentations parce que
parce que la menace terroriste est là. Voilà, vous voyez ce qui se passe dans le monde, terroriste ou le retour des États-puissances, avec ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien. Et donc, il faut qu'on s'y prépare avec des nouveaux équipements et avec des recrutements de personnel. On a recruté 6000 personnels en plus entre 2019 et 2025. Donc, le recrutement n'est pas terminé, mais on est à peu près à la moitié du gué. Et donc, oui, on anticipe, si vous voulez, un durcissement du contexte géopolitique et donc un besoin de nous déployer davantage. Et donc, dans ce déployer davantage, il y aura forcément une part dédiée aux questions climatiques. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne quantifie pas forcément a priori. Question de Gauthier Demouveau, Ouest France. Oui, bonjour. Un petit mot peut-être de la Red Team Défense, cette équipe de romanciers, de scénaristes de science-fiction qui est chargée d'élaborer des hypothèses stratégiques valides par pour l'armée française. Est-ce que ça a déjà joué, on va dire, est-ce que ça a déjà apporté des éléments dans cette stratégie d'anticipation du changement climatique pour l'armée, pour le ministère de l'Armée? Ouais. Alors, en fait, la réponse est frustrante, mais hormis 2 scénarios qu'on avait rendus publics et dans lesquels il n'y avait pas de questions énergétiques pour répondre tout de suite à votre question, mais il y a quand même un certain nombre d'autres scénarios sur lesquels travaillent ces scénaristes qui sont secret défense, en fait, et donc je peux pas en parler, je suis désolé. Voilà. Donc, réponse frustrante à une bonne question. On va être obligé de faire des scénarios nous-mêmes. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Visiblement. Voir si vous avez des actions majeures pour préserver le patrimoine mondial, parce que souvent vous êtes même sur des sites comme les ministères, dans des lieux patrimoniaux assez importants. Quelles sont les actions majeures du ministère de l'Armée pour préserver justement tous ces lieux? Je pense par exemple au Bouddha de Bamiyan qui avait été comme ça détruit. Il y a beaucoup de lieux patrimoniaux sur la planète qui sont attaqués, et qu'est-ce que l'armée française fait pour les protéger? Je sais pas, vous pensez par exemple à Palmyre en Syrie, enfin, ce genre Oui, d'exemple? tous ces lieux assez importants même du réchauffement climatique, parce que je pense que patrimoine et environnement sont souvent liés, mais il y a des lieux emblématiques que vous préservez. Donc nous, on se sent en charge parce qu'on l'est de notre patrimoine à nous, c'est-à-dire les 275 000 hectares dont j'ai parlé tout à l'heure, on en a la charge et donc on a comme mission de préserver ce patrimoine-là, notamment en matière de biodiversité. Ensuite, je dirais que c'est un effet collatéral positif d'une action un peu plus globale. Quand on fait en sorte que Tombouctou ne tombe pas aux mains des djihadistes en 2012, quand Ibrahim Boubacar Keïta demande au président Hollande que l'armée française intervienne, le fait qu'on intervienne et que du coup Tombouctou ne tombe pas aux mains des djihadistes, c'est une manière de préserver le patrimoine de Tombouctou. Ensuite, ces questions-là, et souvent ces conflits, enfin ce que je veux dire, le fait qu'un patrimoine soit abîmé résulte d'un conflit, et la résolution de ce conflit, généralement, elle se fait de manière, si elle peut se faire, elle se fait de manière multilatérale, c'est-à-dire la France n'est jamais en tête-à-tête avec une puissance qui est en conflit. Enfin, c'est depuis 1870 en fait qu'on n'a pas été engagé, si je mets les guerres coloniales de côté, dans des conflits de haute intensité en tête-à-tête avec une grande puissance. Et donc, ces questions-là, elles sont vues dans un cadre plus multilatéral que le seul cadre français. Voilà, je suis désolé pour ce vocabulaire peut-être un peu jargonneux, mais bon, en synthèse, on s'occupe de nos espaces et on s'en occupe bien. Et l'action extérieure de la France consiste à empêcher ou à prévenir le développement de conflits qui, eux, peuvent être destructeurs pour des patrimoines, qu'ils soient écologiques ou historiques. Et donc, on prend notre part dans la préservation de ces patrimoines, mais avec un état d'esprit qui est d'abord empêcher la chute d'un État, empêcher qu'il tombe aux mains de terroristes ou de groupes terroristes. Et donc, par exemple, si on regarde sur l'Amazonie, qui fait partie du patrimoine mondial, c'est aussi une question de souveraineté du Brésil. Et donc, la façon dont les incendies
se propagent dans l'Amazonie, de la façon dont on les circonscrit, c'est quelque chose qui doit d'abord être discuté avec les Brésiliens, bien sûr, et puis qui soit aussi discuté dans un cadre plus multilatéral, parce que la France seule ne mettra pas fin aux feux de forêt en Amazonie. Question d'Esther Amar. Bonjour Hervé Grandjean, merci beaucoup pour ces passionnantes informations. J'ai 2 questions. Comment l'armée française se coordonne avec les autres armées et échange des informations sur le réchauffement? Est-ce que ça n'est pas contradictoire d'échanger des informations quand on est tenu à une certaine protection des données? Et aussi, comment l'armée française fait-elle appel aux scientifiques ou utilise-t-elle les données des études scientifiques sur le réchauffement? Merci Madame pour vos questions. C'est communément pratiqué d'échanger des données qui d'ailleurs ne sont pas spécialement des données classifiées, c'est-à-dire l'état du réchauffement climatique, les simulations numériques qu'on peut faire. Je parlais des zones de plancton et de la façon dont on voit qu'elles vont se déplacer dans les années qui viennent. On évolue dans un cadre multilatéral avec des alliés, que ce soit au sein de l'OTAN, que ce soit au sein de l'Union européenne. Et donc, il y a un certain nombre d'échanges d'informations qui peuvent être faits sans préjudice particulier, ni pour nos souverainetés, ni vis-à-vis du secret de défense. Là où parfois les choses sont plus souveraines et plus autonomes, c'est les plans d'action qui découlent de la connaissance de ces informations. Si je prends un autre exemple, un autre domaine qui n'a pas à voir avec celui de l'environnement, et quoique, la situation spatiale, savoir qu'au-dessus de nos têtes, il y a 1500 satellites qui sont précisément sur telle ou telle position orbitale, et donc il faut que nous, nos propres satellites, on les pilote pour éviter qu'ils rentrent en collision avec des nanosatellites qui viennent d'être lancés par des Américains. Bon, ça, je dirais, c'est de salut public que de faire ça et que d'échanger au maximum des données sur la connaissance qu'on a aujourd'hui. Donc, finalement, dans le domaine météo, climatique, c'est pas vraiment différent et on échange sans difficulté des informations. Sur la deuxième partie de votre question, vous pouvez juste me relancer. Comment vous intégrez les scientifiques dans vos, oui. dans vos décisions Alors, déjà... nous, si vous voulez, déjà, il y a beaucoup d'officiers qui sont des ingénieurs, qui sont des scientifiques à la base. Les gens qui ont fait l'école navale, les gens qui ont fait l'école de l'air, c'est des gens qui ont et pour une part, les gens qui ont fait Saint-Cyr. Donc, pour les 3 grandes écoles de formation d'officiers, c'est, je dirais, pour 2 tiers d'entre eux, des gens qui ont une formation d'ingénieur à la base. Donc, leur amitié et leur connaissance du monde scientifique est réelle. Ça, c'est mon premier élément. Mon deuxième élément, c'est que le ministère des Armées, il possède en propre, le terme est très mal choisi, il exerce une tutelle sur un certain nombre d'organismes scientifiques, et notamment le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, vous le savez sans doute, mais à 4 tutelles au sein de l'État, le ministère des Armées, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Économie. Et donc, très concrètement, on donne de l'argent au CEA tous les ans. Enfin, une partie du budget du CEA provient du ministère des Armées. Et donc, quand vous donnez de l'argent, quand vous êtes tutelle, vous influez sur la stratégie, sur les thématiques de recherche. Et donc, on fait valoir nos sujets. Et puis, il y a beaucoup de laboratoires qui dépendent de nous. Typiquement, l'école polytechnique, c'est une école militaire qui dépend à 100% du ministère des Armées. Il y a beaucoup de laboratoires à l'école polytechnique, le laboratoire de météorologie dynamique notamment. Monsieur Le Treut, qu'on voit souvent à la télé pour expliquer ces questions de transition écologique, sont des gens dont les financements des laboratoires viennent du ministère des Armées. Et donc, on se parle avec ces scientifiques. Et puis, après, on peut faire des conventions avec un certain nombre d'organismes scientifiques. J'ai cité tout à l'heure l'Office français sur la biodiversité, la LPO, qui n'est peut-être pas un organisme 100% scientifique au sens où ils ne font pas, je crois, de recherche et ils n'ont pas de laboratoire de recherche, mais voilà, on s'insère et on discute avec le tissu scientifique sur ces questions. Voilà. Et l'IFREMER, c'est évidemment un institut avec lequel on travaille très quotidiennement. Enfin, les gens qui bossent à l'IFREMER à Brest voient tous les jours les marins de la base navale de Brest. Enfin, voilà, ces gens-là, je ne dirais pas qu'ils vivent ensemble, mais ils travaillent au contact les uns des autres. Alors justement, est-ce que les données que vous produisez, vous parliez tout à l'heure d'être capable de modéliser les déplacements du plancton, ce qui peut être une information tout à fait appréciable pour les pêcheurs. Est-ce que ce sont des données typiquement que vous partagez avec les armateurs des flottes de pêche françaises ou vous les gardez pour vous?
Je ne pense pas qu'on les partage avec le secteur privé parce que on n'est pas là pour permettre à tel ou tel armateur ou flottille de pêche d'augmenter son business. Enfin, on n'est pas là pour ça, on est là pour prédire quel type de bateau et à quel endroit on devra déployer ces bateaux à horizon 5, 10, 15 ans. Donc, on est sur des questions plus stratégiques, même si je perçois parfaitement l'intérêt économique pour la France. Mais enfin, ça serait comment dire, une session gracieuse d'informations finalement assez privilégiées. Donc ça, on ne le fait pas vers le secteur privé. Par contre, avec d'autres pays, d'autres marines qui sont aussi confrontés à ces questions de police des pêches, c'est des choses qu'on peut partager parce que ça intéresse différents États, mais bien au plan étatique. Voilà, donc je ne sais pas si c'était le sens de votre question que de me demander si ces données sont classifiées ou pas. Il n'y a pas besoin que des données soient classifiées pour qu'on ne les retrouve pas dans la nature et qu'on ne les diffuse pas urbi et torbi, quoi. Ce n'est pas forcément des données sensibles au plan des intérêts de sécurité de l'État, mais c'est des données qui n'ont pas forcément vocation à se retrouver sur Internet en libre accès. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être oui. Ce matin, on organisait justement un webinaire avec une hydrologue qui rappelait que pour pouvoir se fournir en Canadair, les appels d'offres étaient très longs. Est-ce que ces données, parce que c'est pour faire face aux feux de forêt, évidemment, entre autres, comment ça se passe à l'armée pour intervenir? Enfin, vous avez l'équipement est suffisant ou... Alors, sur la partie Canadair, feu de forêt, enfin, ça, sous votre contrôle, c'est plutôt la sécurité civile et donc le ministère de l'Intérieur qui sont en charge. Donc, nous, enfin, en matière de lutte contre les feux de forêt, on apporte un concours via le bataillon des marins-pompiers à Marseille, qui peut déployer des véhicules, des personnels. La partie Canadair, stricto sensu, ça, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Donc, je serais un peu en peine de vous répondre. Voilà, je peux vous parler de nos appels d'offres à nous, mais voilà, on ne fait pas d'appel d'offres à ma connaissance pour acheter des Canadair, je crois. Des Canadair, d'accord. Ouais. Voilà. Très bien. Ne s'équipera pas d'hydravion, c'est fait. Y a-t-il d'autres questions ou nous avons fini pour cette session? Je crois que nous avons fait le tour des questions. Une petite dernière? Non, toujours pas. Bon, alors, Monsieur Grandjean, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci.